Crime vous raconte ce soir deux histoires qui ont bouleversé des familles entières. Deux affaires criminelles qui sont restées non résolues pendant plusieurs décennies et qui, tout à coup, sont sur le point de connaître un dénouement. Crime spécial « Et si le crime était vraiment parfait ?» C'est tout de suite. Chantal est une femme de 55 ans, installée à Allot, près de Marseille. Le 2 août 2001, un chasseur découvre son corps sans vie, dans la forêt. Son cadavre gît à 250 km de chez elle, à moitié déshabillé et en partie calciné. Faute de suspect, au bout de 11 ans d'investigation, l'enquête sur la mort de Chantal est classée sans suite. Mais en octobre 2019, l'affaire de la petite Maëlys, impliquant Nordal Lelandais, va permettre de rouvrir le dossier de Chantal et mener les enquêteurs sur la piste d'un individu resté insoupçonnable pendant près de 20 ans. Alors qu'est-il arrivé à Chantal ? Pourquoi son affaire a-t-elle un lien avec celle de la petite Maëlys ? Que vont découvrir les enquêteurs en rouvrant ce dossier ? L'agresseur a brûlé la partie basse du corps de la victime, vraisemblablement pour dissimuler des indices et peut-être pour cacher un éventuel viol. Virginie est une adolescente de 16 ans qui vit chez ses parents à Besançon. Elle vient de quitter l'école et rêve de devenir photographe. Mais le 20 octobre 1987, vers 16 h, la mère de Virginie rentre chez elle et découvre le corps ensanglanté de sa fille, étendu par terre, dans la cuisine. La jeune fille a reçu 14 coups de couteau. Pendant plus de 30 ans, les enquêteurs vont multiplier inlassablement les pistes pour retrouver le meurtrier de Virginie. Mais cela ne donnera rien. En octobre 2017, les policiers reprennent tout à zéro et lancent un ultime appel à témoins. Alors l'enquête sur la mort de Virginie sera-t-elle un jour élucidée ? Que s'est-il passé exactement dans cet appartement de Besançon ? Qui s'en est pris aussi sauvagement à l'adolescente ? Les coups ont très probablement été portés avec un couteau type couteau de boucher. Autant dire avec une lame longue, très longue même, de 15 à 20 cm semble-t-il. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le sort tragique de Chantal, une femme sauvagement assassinée à l'été 2001. Un cold case qui, depuis 20 ans, bouleverse aussi bien les enquêteurs que la famille de la victime. Difficile parce qu'on se dit on connaîtra jamais la vérité. Et mon père nous disait souvent j'ai peur de partir et de pas savoir la vérité, quoi. De pas savoir ce qui s'est passé. La seule certitude que l'on ait, c'est qu'il y a l'ADN de ce Jean qui a été retrouvé sur les habits de Chantal et qu'il admet avoir rencontré une femme qui correspond également à Chantal ce jour-là. Nous sommes à Chatuzange-le-Goubet, dans le département de la Drôme. Situé à 20 km de Valence, ce village, bordé par l'Isère, offre à ses 5000 habitants un cadre bucolique.
C'est une commune semi-rurale qui compte trois sections. Pisançon, Le Goubet et Chatugange, avec pas mal de pavillons, de lotissements assez cossus. Et ce sont pour l'essentiel des gens qui travaillent sur Romans ou sur Valence, qui résident dans cette commune de Chatugange. Une cité tranquille, comme il en existe beaucoup, en Auvergne-Rhône-Alpes, du moins jusqu'à l'été 2001. Ce jeudi 2 août, un chasseur part se mettre à l'affût dans un bois de la commune. C'est une zone qui est fréquentée par les locaux, que ce soit pour les chasseurs et surtout pour les promeneurs du coin. C'est une zone située à l'abri des regards et à l'écart des habitations. Un coin généralement paisible en semaine, mais aux alentours de midi ce jeudi, la chasse tourne court. En progressant dans la forêt, l'homme fait une macabre découverte. Dans un sous-bois, pas très loin du chemin sur lequel il marche, il aperçoit un corps sans vie, face contre terre. Et donc immédiatement, il appelle la gendarmerie. Lorsque les gendarmes de la brigade de Pont-de-Péage, qui sont les premiers à arriver sur les lieux, ils découvrent ce corps qui est en partie dévêtu et en partie calciné. Alors que s'est-il passé dans ces bois ? Dans quelles circonstances la victime a-t-elle perdu la vie ? Et les enquêteurs parviendront-ils à l'identifier ? Sur les lieux de la découverte du corps, les gendarmes et une équipe de techniciens en identification criminelle réalisent un premier examen de la victime. C'est une femme âgée d'à peu près 50 ans, la cinquantaine, brune, allongée sur le ventre, face contre terre, partiellement dénudée, avec un t-shirt ensanglanté. Elle porte des traces de coups, la boîte crânienne est défoncée, le bas du corps est brûlé. Elle gît, avec un t-shirt sur le bas des reins. Grossièrement dissimulé dans la végétation, le corps semble avoir été abandonné à la hâte. Il est repérable par n'importe qui. La scène de crime fait ressortir peu d'éléments. Un gobelet, un mégot, un t-shirt ensanglanté, un bout de papier avec une annonce et pas grand-chose d'autre. La victime n'a pas de sac, elle n'a pas d'effet personnel. Tandis que ces maigres indices sont placés sous scellé, la dépouille est quant à elle enlevée et transportée à l'Institut médico-légal de Grenoble. Dès la fin de la journée, la presse locale reçoit l'information. Lors de la traditionnelle tournée de faits divers que nous effectuons tous les matins et tous les soirs auprès des services de police, de gendarmerie et de pompiers, et c'est à ce moment-là, le soir, que nous apprenons qu'un cadavre a été découvert en bordure de l'Isère. Avisés dès le lendemain, les habitants de cette commune de la Drôme découvrent stupéfaits le sort tragique de cet inconnu. Pourquoi était-elle là? Que faisait-elle dans la région? Donc, sachant que aucun fait de disparition dans la région n'avait été dénoncé dans les jours ou les semaines qui ont précédé. Alors comment les enquêteurs parviendront-ils à identifier la victime? Les indices sur la scène de crime parleront-ils? Et que va révéler l'autopsie? Le 3 août, une information judiciaire pour meurtre est ouverte. L'enquête est confiée à la brigade de recherche de Romans-sur-Isère. Dans un premier temps, les gendarmes parcourent toute la campagne environnante afin d'interroger le voisinage. Il n'y a aucun témoin direct des faits. La scène de crime étant située à l'écart des habitations, personne n'a entendu ou vu quelque chose de particulier quelques heures avant la découverte du corps. Mais un riverain dit avoir entendu, pendant la nuit, un véhicule aller et revenir quelques heures plus tard à vive allure. Immédiatement, cette piste ne donne rien,
si ce n'est que ça conforte l'idée que la victime n'est pas venue toute seule sur les lieux du crime et qu'elle a forcément été amenée. Réalisée en urgence à Grenoble, l'autopsie révèle que le décès est survenu dans les dernières 24 heures. Le corps est marqué par deux types de coups différents. Des coups portés avec la main ou le poing et des coups portés avec un instrument contondant type baramine, type batte de baseball. La victime a été frappée violemment, notamment au visage. Elle porte des traces de strangulation. Ainsi que des traces sur les mains, qui peuvent suggérer une tentative de défense de la victime. Les légistes vont également soulever un autre point crucial. L'agresseur a brûlé la partie basse du corps de la victime, vraisemblablement pour dissimuler des indices et peut-être pour cacher un éventuel viol. Pourtant, aucune trace de sperme ne sera retrouvée. À ce stade, rien ne permet d'établir que la victime a été violée ou a subi des sévices sexuels, même si cette configuration permet de le penser fortement. En plus des résultats de l'autopsie, les enquêteurs apprennent que la police scientifique a réussi à prélever un ADN sur le t-shirt de la victime, ainsi que sur le mégot. La gendarmerie procède alors à une campagne de prélèvement ADN. L'ensemble des chasseurs qui sont répertoriés comme pouvant chasser près de la scène de crime sont profilés, sont testés. En attendant de savoir s'ils matchent avec l'ADN des pièces à conviction, les gendarmes poursuivent leur enquête. Seule certitude, il s'agit du corps d'une femme, mais encore une fois, aucun papier d'identité ne permet de mettre un nom sur ce corps. Faute d'éléments caractérisés, les enquêteurs se penchent sur les objets retrouvés dans les bois, et notamment sur un morceau de papier déchiré. C'est une petite annonce qui provient d'un journal méridional. Et sur cette petite annonce, une machine à écrire a été proposée à la vente. Les gendarmes vont remonter cette petite annonce, les personnes qui ont répondu à cet appel, et un certain nombre de noms vont apparaître. Ils vont étudier toutes ces pistes-là. Pendant près d'un mois, les enquêteurs tentent de rassembler et de croiser les différents témoignages relatifs à cette annonce. Un travail qui va s'avérer payant. L'exploitation des indices vont orienter les gendarmes sur le profil d'une femme qui vit à Allo, dans les Bouches-du-Rhône. Une certaine Chantal, 55 ans, qui habite pourtant à 250 km de la scène de crime, près de Marseille. Alors Chantal est-elle la victime retrouvée au bord de l'Isère? Comment vont réagir ses proches? Et que vont découvrir les gendarmes à son domicile? Afin de lever le voile sur l'identité de la victime, les enquêteurs contactent la famille de Chantal, qui réside à Allo, en banlieue marseillaise. Mon père reçoit un coup de fil des gendarmes de Grenoble, en lui posant quelques questions et en lui demandant si c'était bien le frère de Chantal. Mon père, là, il est resté surpris. Surpris, mais également inquiet, car il n'a aucune nouvelle de sa sœur depuis près d'un mois. Un silence qu'il a déjà tenté de signaler aux autorités 2 semaines auparavant. Il a été à la gendarmerie du coin pour faire une demande de disparition, quoi. Et donc le gendarme, il lui a dit c'est trop tôt, il faut attendre, votre sœur elle est majeure et vaccinée, on ne peut pas faire des alertes comme ça pour une personne qui s'en va 15 jours. Fin août 2001, les brigadiers se déplacent à Marseille pour perquisitionner le domicile de Chantal. Très vite,
Son profil concorde avec le corps découvert au bord de l'Isère. Mais une identification formelle de la dépouille est nécessaire. On prend la voiture et on part tous les trois, mon père, ma mère et moi, sur Grenoble. Donc mon père et ma mère rentrent pour aller reconnaître le corps. Moi, j'étais resté à l'extérieur parce que mes parents ne voulaient pas que je vienne. Et donc ils ressortent au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure après, et je ne reconnais plus mon père. C'était plus là, totalement transformé. C'est un choc effroyable parce que Patrice voit sa sœur, Chantal, dans un état absolument indicible. Il a même du mal à la reconnaître et c'est un véritable choc et une chose dont il ne s'est jamais remis en définitive. Comme son père, Richard sombre dans l'incompréhension et la psychose. Je me disais, est-ce qu'on n'en veut pas à ma famille? Est-ce qu'on ne va pas tout s'y passer? Est-ce que... On ne sait pas, on se pose plein de questions, on regarde toujours derrière, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui va venir, quelqu'un qui nous veut du mal. Les enquêteurs de Romans-sur-Isère cherchent à cerner la personnalité de la quinquagénaire en auditionnant ses proches. C'était une femme normale, hein. Elle avait divorcé de son mari et elle était retournée chez sa mère, habiter chez sa mère. Et comme sa mère elle était quand même âgée, elle s'est jamais remise avec personne et elle a décidé de rester comme ça, seule et de vivre sa vie, d'élever son fils et de s'occuper de sa mère, quoi. Une petite vie rangée, on ne lui connaît pas de rivaux, on ne lui connaît pas de différends au sein de la famille. C'est une femme qui n'a pas eu à maille à partir avec quiconque et qui mène une vie paisible, rangée, humble. Elle menait pas grande vie, elle n'avait pas de rencontres particulières, elle n'avait pas de fréquentation particulière. Rien ne permet d'expliquer le crime dont elle a été victime. Un tempérament discret et un parcours professionnel aléatoire. Elle enchaîne les petits boulots de lingère, de ménagère et voulait faire une formation de couturière. Elle était censée commencer un nouvel emploi dans une commune des Alpes de Haute-Provence. Alors Chantal aurait-elle fait une mauvaise rencontre? Ou connaissait-elle son meurtrier? Et les enquêteurs parviendront-ils à retracer son parcours avant sa mort? Afin de comprendre pourquoi le corps de Chantal a été retrouvé si loin de son domicile, les gendarmes se plongent dans la vie de la victime, et notamment sa reconversion professionnelle. Nous sommes fin juillet, en pleine période estivale. Un centre de colonie de vacances situé dans les Hautes-Alpes a un besoin urgent d'emploi. Et Chantal, qui est à la recherche d'un emploi, voit peut-être là l'opportunité de prendre quelques vacances tout en allant travailler dans un endroit qui est agréable. Un changement de vie dont sa famille prend connaissance quelques jours seulement avant son départ. Elle avait dit à ma grand-mère que ça lui plairait de changer un peu d'air et de partir et de voir un peu du pays, quoi. Voilà. Et du coup, elle a foncé, essayé de décrocher ce petit boulot qui peut-être lui aurait plu. Sa candidature retenue, Chantal doit se rendre à Gap, dans les Hautes-Alpes. Un voyage conséquent depuis Allot qu'elle n'envisage pas de faire en voiture. La gendarmerie découvre que Chantal a quitté Marseille par le train. Les relevés téléphoniques démontrent qu'elle a appelé la SNCF plusieurs fois. À Marseille, Chantal embarque à bord du TGV le 1er août, soit la veille de la découverte de son corps. Mais dans la précipitation, la quinquagénaire ne fait pas attention à un détail important de son itinéraire. En fait, elle devait donc faire Marseille,
Gap, c'est son trajet initial, mais pour se rendre à Gap, depuis Marseille, elle ne peut pas. Donc elle est obligée de faire une liaison à Valence pour faire Valence-Gap. Or, de son train qu'elle prend à Marseille ne l'arrête pas en gare de Valence-Ville, mais en gare de Valence-TGV. Et le train qui devait faire la liaison Valence-Gap, Valence-Ville, et pas Valence-TGV. La gare TGV de Valence, dans laquelle est descendue Chantal, en provenance de Marseille, est une gare qui est sortie de terre depuis peu, qui a été construite en rase campagne, à mi-chemin entre Valence et Romans, et qui est à ce moment-là un no man's land complet. Pour les enquêteurs, Chantal est incapable de rejoindre la bonne gare à temps et aurait donc raté sa correspondance. Une erreur qui la plonge dans une situation très délicate. Elle n'a ni téléphone portable et son parcours n'est pas suivi par les caméras de vidéoprotection. En travaux, au moment de la disparition de Chantal, la gare de Valence TGV n'est pas encore équipée de caméras de vidéosurveillance. Restent alors les témoignages des ouvriers du chantier, présents en nombre ce soir-là. Chantal est donc à 21h, en plein été, seule, sans connaître personne, et elle aborde deux employés qui font des travaux de nuit dans le cadre du chantier de la gare TGV, à qui elle demande une cigarette et qui lui indique l'adresse d'un hôtel dans lequel elle n'ira probablement jamais. En effet, aucune nuitée à son nom n'est relevée dans les établissements des environs. En interrogeant la SNCF, les enquêteurs apprennent que Chantal n'a pas non plus acheté un autre billet de train. La suite de son parcours devient alors une série d'hypothèses. Dans la mesure où la gare Valence TGV est perdue un petit peu au milieu de nulle part, qu'il n'y a pas de service de bus, il n'y a pas de navette, on peut penser qu'elle ait pu faire d'autostop. Car d'après son entourage, Chantal avait l'habitude d'opter pour ce mode de déplacement. Une piste cohérente, Valence étant un point de passage très fréquenté de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'hypothèse des gendarmes à ce moment-là est de considérer que Chantal a effectué une mauvaise rencontre. Mais pour l'heure, ils n'ont aucune certitude sur la suite des événements. Son trajet s'arrête à Valence TGV. À compter de la sortie de Valence TGV, il n'y a plus de traces de la victime. Jusqu'à la découverte de son corps. Alors cette piste sera-t-elle retenue par les gendarmes? Vont-ils identifier un suspect? Et quels seront les résultats des analyses ADN? Toujours en quête du meurtrier de Chantal, les gendarmes de Romans-sur-Isère reçoivent les résultats des analyses ADN. Ils contiennent un mélange d'ADN masculin-féminin retrouvé sur le t-shirt de la victime et sur le mégot de cigarette un ADN masculin, mais qui ne peut pas être exploitable puisque ne correspondant pas, ne matchant pas avec les fichiers police et gendarmerie de l'époque. Une base de données génétiques qui en 2001 n'est pas encore une source de renseignements fiable. En 2001, l'ADN est connu certes, mais le cadre juridique, la constitution des fichiers n'est pas encore avancée comme elle l'est de nos jours. Le fichier des délinquants sexuels en est à ses balbutiements et la cartographie génétique des délinquants n'est pas encore totalement accomplie. Suite à cet échec, les enquêteurs décident de privilégier la piste de l'entourage de Chantal. Le dossier va être descendu sur Marseille pour tout l'environnement familial de la victime, puisque le fils de cette dernière, à l'époque détenu, avait fait l'objet de pressions, de menaces. Âgé de 30 ans, le fils de Chantal est connu de la justice, avec un casier marqué de nombreux vols et trafic de stupéfiants. Des faits qui lui valent d'être en détention
au moment de la mort de sa mère. Ces fréquentations sont passées au crible, mais assez rapidement, les enquêteurs doivent se rendre à l'évidence. C'est une fausse piste complète, mais qui, lorsqu'elle s'est manifestée ou lorsqu'elle s'est révélée, avait des apparences de crédibilité suffisantes pour conditionner et le juge d'instruction et les enquêteurs à dire « c'est possible ». Faute d'avancées sérieuses à Marseille, l'affaire est renvoyée dans la Drôme, où les brigadiers de Romans-sur-Isère comptent désormais sur la presse locale. C'est une enquête qui n'a pas été très médiatisée. Je pense que c'est intimement lié au fait qu'un mois durant, on n'a pas pu mettre un nom sur la victime. En revanche, un an plus tard, dans nos colonnes, a été diffusé le portrait robot dressé par les services de gendarmerie. Mais en l'occurrence, ce portrait robot n'a pas permis d'orienter les enquêteurs vers une piste crédible. Une nouvelle fois dans l'impasse, les enquêteurs élargissent encore leurs recherches pour trouver l'auteur du crime. Et ils s'intéressent notamment aux ouvriers du chantier de la gare de Valence TGV, dispersés désormais dans toute la France. Après des centaines de kilomètres parcourus et des dizaines d'heures d'audition, les gendarmes n'arrivent pas à mettre un nom sur un suspect. Les enquêteurs de la brigade de recherche de Romans, initialement saisis de l'enquête, passent la main aux enquêteurs de la section de recherche de Grenoble. Les mois puis les années passent et toujours pas de suspect. Le 6 décembre 2012, le couperet tombe. En l'absence d'éléments nouveaux, le magistrat instructeur finit par classer l'affaire. C'est très difficile pour la famille de Chantal. C'est 11 ans de douleur, 11 ans de souffrance et 11 ans de questions sans réponse. Mon père, suite à ça, il est parti en dépression, il est devenu anorexique, il pensait qu'à ça le hantait. Il était tout le temps à aller voir chez ma grand-mère s'il trouvait des indices, il fouillait partout, voir s'il ne pouvait pas trouver des lettres, des trucs, il aurait pu avoir correspondance avec quelqu'un. Jour après jour, le frère de Chantal s'acharne à relancer l'enquête. Patrice a passé sa vie à essayer d'avoir des réponses. Il n'imaginait pas que ça puisse venir de Chantal elle-même ou de son fils, des règlements de compte, peu importe. Il était persuadé que c'était une rencontre malheureuse. Difficile parce qu'on se dit, on connaîtra jamais la vérité. Et mon père, c'est vrai qu'il y pensait beaucoup et il nous disait souvent, j'ai peur de partir et de pas savoir la vérité, quoi. De pas savoir ce qui s'est passé. Profondément marqué par le drame, Patrice décède en 2017, convaincu que la mort de sa sœur restera impunie. Quand mon père décède, c'est moi qui hérite du flambeau et c'est vrai que ça nous a quand même, on a vécu avec ça, hein, je veux dire, est-ce qu'on va savoir un jour ce qui lui est arrivé, quoi. Et c'est vrai que moi aussi de mon côté, j'appelais l'avocat pour savoir s'il n'y avait pas eu des nouvelles, s'il n'y avait pas eu des éléments qui avaient été... Et il m'a dit non Richard, l'affaire est classée et c'est fini, quoi. Alors 20 ans après les faits, que reste-t-il de l'enquête? Les gendarmes ont-ils de nouveaux indices? Et le meurtrier de Chantal sera-t-il enfin arrêté? En 2019, 18 ans après le meurtre de Chantal, l'affaire va connaître un rebondissement grâce à un tout autre fait divers. Nordal Lelandais, un homme de 36 ans, est accusé des meurtres de la petite Maëlys et d'un caporal. Ces deux crimes ont été commis en 2017 en Isère et en Savoie, à 100 km seulement de Chatuzange-le-Goubet. Nordal Lelandais est un homme qui est poursuivi pour deux séries de faits qui sont semblables ou proches des faits qui concernent notre dossier. Il y a une proximité géographique très évidente
et un profil d'un peut-être serial killer ou d'un tueur en série avec des faits importants à lui reprocher qui permettent de, intellectuellement en tout cas, considérer qu'il est possible que ce dossier soit rattachable à la personnalité de M. Lelandais. Car en août 2001, au moment de la découverte du corps de Chantal, Nordal Lelandais a 17 ans et habite en Isère, juste à côté de la Drôme. Au regard de ces nouvelles informations, l'enquête est réouverte et le dossier passe entre les mains de l'Institut de recherche criminelle de Pontoise. La gendarmerie dispose d'une cellule, un plateau d'investigation des affaires non résolues, qui, de manière régulière et périodique, réinterprète, réétudie les dossiers les plus graves, afin de voir avec un regard neuf, peut-être des moyens nouveaux, si des choses, des indices, des pistes, des réflexions ont peut-être été mises de côté à tort, et afin d'éventuellement redonner un nouveau souffle aux investigations. Des investigations de la dernière chance, puisque la prescription du meurtre de Chantal sera prononcée en 2021 si aucune avancée significative n'est établie. On a conscience, nous journalistes de la presse quotidienne régionale, que les gendarmes ou les policiers ne lâchent jamais une affaire. Pour eux, c'est un crève-cœur de ne pas mettre un nom sur un meurtrier et de ne pas résoudre une affaire. En octobre 2019, une seconde information judiciaire est ouverte, ouvrant la voie à la réexploitation des scellés. Les éléments qui réactivent le dossier sont au nombre de deux. Très évidemment, c'est l'ADN. C'est le mégot et le t-shirt de la victime qui sont encore aujourd'hui exploitables et où, à l'époque des faits, l'ADN de Nordal Lelandais n'avait pas été intégré dans les bases de données. Les systèmes d'exploitation de l'ADN aujourd'hui sont beaucoup plus performants et beaucoup plus poussés que ce qu'ils étaient il y a 18 ans. Et par conséquent, les enquêteurs ont jugé utile et opportun de relancer une étude de ce point de vue-là. En 20 ans, le FNEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, a été enrichi par l'ADN de milliers de profils criminels et délictueux. Un spectre de nouveaux suspects considérables dont ne disposaient pas les enquêteurs de la Drôme en 2001. Au départ, on ne mettait pas forcément dans le FNEG tous les ADN. Au niveau des auteurs, on n'avait pas systématiquement un prélèvement ADN qui était fait. Ça a été fait au départ sur des gens qui commettaient des crimes ou des délits notamment sexuels. Maintenant, c'est fait beaucoup plus systématiquement et donc les bases de données augmentent au fur et à mesure. Le plateau va donc exploiter l'ADN qui a été découvert à la fois sur un mégot de cigarette et sur le t-shirt de la victime. Et cet ADN, près de 20 ans plus tard, va matcher. Un match qui ne confond pas Nordal Lelandais, mais un homme de 55 ans, que nous nommerons Jean. Son profil génétique est référencé depuis 2008, soit 7 ans après le meurtre de Chantal. Alors Jean est-il le meurtrier de Chantal? Sera-t-il retrouvé par la gendarmerie? Et va-t-il avouer le crime plus de 18 ans après les faits? Suite aux résultats ADN, les enquêteurs essaient d'en savoir plus sur leur principal suspect. Et rapidement se dresse le portrait d'une personnalité contrastée. Il découvre le profil d'un homme inséré socialement, ayant un emploi, une vie de famille assez ordinaire. Ouvrier en charpente métallique, l'homme est aussi père de famille. Mais malgré une vie bien rangée, Jean n'est pas tout à fait inconnu de la justice. Ce dernier a été condamné en 2008 pour vol et actes de violence, notamment
sur sa compagne de l'époque. Il est connu pour des faits d'intempérance. Il a apparemment l'alcool mauvais et l'alcool aidant, il a tendance à être violent et à jouer des poings. On le présente comme quelqu'un de bagarreur, au sang chaud, mais pas forcément quelqu'un comme un prédateur, comme un loup qui guetterait sa proie avant de passer à l'acte. Autre élément troublant, la proximité géographique. Car si Jean habite désormais à Pannes, dans le Loiret, à plus de 500 km de la Drôme, cela n'a pas toujours été le cas. À l'époque des faits, il vit dans la région romanaise, donc sur le secteur où a été découvert le corps de Chantal. Il a à l'époque des faits 36 ans. Entre Chatuzange, Le Goubet et Pannes, finalement, on se rend compte que c'est assez similaire. Les régions de la Drôme et du Centre-Val de Loire sont des régions rurales, où il y a beaucoup de campagnes, pas beaucoup de personnes, et c'est facile de se faire oublier là-bas. Le 3 juin 2020, 19 ans après le meurtre de Chantal, le suspect numéro 1 est arrêté par les gendarmes du Loiret. Il est interpellé au tout petit matin, au son domicile, avec son enfant, sa compagne de l'époque. Il est évidemment très surpris, très étonné. Il coopère, il répond aux questions, il ne résiste pas à l'interpellation et il comprend très vite qu'il est impliqué dans des faits qui sont particulièrement graves. Placé en garde à vue à la gendarmerie de Valence, le père de famille paraît confus. Il nie en bloc avoir tué Chantal, mais se trouve dans l'incapacité de fournir un alibi solide pour la journée du 1er août 2001. Les explications qu'il a pu donner ont conduit le juge d'instruction à souhaiter le voir présenter devant lui et à considérer que ces explications n'étaient pas de nature suffisante à l'écarter des faits qui lui étaient reprochés. Le 5 juin, au terme de 48 heures de garde à vue, Jean est mis en examen pour meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime. Ce sont des faits à la fois particuliers parce que très anciens, plus de 20 ans, et particuliers aussi pour leur gravité parce qu'on parle d'un crime de sang, c'est-à-dire un meurtre, précédé ou suivi d'un viol. Et c'est par téléphone qu'on m'informe de la chose à 8h50 du matin, enfin début de matinée, où je dois me rendre au palais de justice à Valence pour rencontrer et mon client, le magistrat instructeur et le dossier. Pour les proches de Chantal, cette arrestation est un véritable séisme. C'est mon avocat qui m'appelle, qui me dit Richard, j'ai une nouvelle très importante à t'annoncer. Et moi, rigolant, je pensais pas à ça, quoi. Je lui dis ah bon, attendez maître, je m'assois. Et il me dit on a retrouvé le meurtrier de Chantal. Je suis choqué, je suis bouleversé. Je repense à toutes ces années de questions, toutes ces années d'angoisse qu'on a, toutes ces histoires qui vous submergent, quoi. Je pense à mon père. Dès le lendemain, la nouvelle est relayée dans tout le pays par la presse. Immédiatement, les mots cold case apparaissent, les mots tueur en série apparaissent, et donc il faut réussir à faire la part entre les mythes et réalités et le dossier tel qu'il est. Interrogé à nouveau par les enquêteurs au mois de juillet 2020, Jean va évoluer dans ses déclarations. S'il conteste le meurtre, il reconnaît pour la première fois avoir croisé la route de Chantal. C'est-à-dire que oui, son ADN c'était bien le sien, mais il avait un énorme problème pour s'exprimer sur le déroulement des faits, parce qu'ils étaient anciens, parce qu'il était fortement alcoolisé, et parce qu'il avait du mal à se remettre un peu dans l'état d'esprit qui était le sien il y a maintenant 20 ans, sans toutefois considérer qu'il y était pour rien. Au fil de l'interrogatoire, Jean distille ses souvenirs de ce 1er août 2001. Ce soir-là, il aurait fait la connaissance de Chantal. Sur la terrasse d'un bar alors qu'il était en train de consommer dans ce bar, il présente cette rencontre comme le fait du plus grand des hasards. Jean raconte qu'ils auraient alors sympathisé
et qu'à l'issue de la soirée, la femme de 55 ans serait montée dans sa voiture pour partager un moment d'intimité. Globalement, mon client reconnaît l'avoir rencontrée, avoir échangé avec elle et avoir une relation sexuelle avec elle. Dans des conditions encore indéterminées. Voilà à ce stade, ce que mon client reconnaît, c'est une relation sexuelle, tiens à préciser, consentie. Suite à leur rapport sexuel, Jean explique qu'il y aurait eu une altercation entre Chantal et lui. Mais sa mémoire lui fait défaut, elle s'égare, elle est guère précise. Et il n'a pas souvenir d'avoir porté des coups, bien évidemment, d'avoir tué cette femme. Ces souvenirs sont très confus, et surtout, entre ce que mon client déclare et les éléments retrouvés dans l'enquête scientifique, il y a des discordances assez importantes qui, aujourd'hui, permettent d'établir des zones grises ou des zones d'ombre, puisque la victime n'est plus là pour pouvoir parler de ce qui s'est passé. Notamment au niveau du mode opératoire. Lors de ces interrogatoires, le suspect ne fait jamais allusion à une quelconque arme utilisée. Ce qui a pourtant été mentionné dans le rapport d'autopsie. La seule certitude que l'on ait, c'est qu'il y a l'ADN de ce Jean qui a été retrouvé sur les habits de Chantal et qu'il admet avoir rencontré une femme qui correspond également à Chantal ce jour-là. La trace de l'ADN n'est en soi pas la preuve d'une culpabilité. C'est un indice qui permet de conduire des forces d'enquête à un juge d'instruction à venir dire « Expliquez-moi. Expliquez-moi ce que fait votre ADN à cet endroit. Expliquez-moi pourquoi votre ADN est à cet endroit. » Placé en détention provisoire depuis sa mise en examen, Jean reste pour l'heure présumé innocent. Aujourd'hui, près de 20 ans après les faits, la justice va peut-être mettre un point final à ce cold case. Dans l'attente d'un éventuel procès, les proches de la victime ont plus que jamais besoin d'obtenir le fin mot de l'histoire. À ce stade, on peut penser qu'on commence à approcher du but. Voilà, il faut espérer que le dossier révèle l'intégralité de la vérité, voilà, pour la mémoire de Chantal. C'est l'heure des réponses, hein, je veux dire, au bout de 20 ans, il faut qu'on sache, ce qui s'est passé et pourquoi. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire dramatique de Virginie, une adolescente poignardée chez ses parents en pleine journée. Un crime au mobile mystérieux qui, plus de 30 ans après les faits, continue de semer le trouble. 14 coups de couteau, ça veut dire qu'il a mis du temps à se calmer et qu'il était visiblement dans une rage folle. Évidemment, ça ressemble à un crime. Là, on se venge visiblement de quelque chose. Et puis surtout, l'autre élément potentiellement crucial, c'est qu'il y a de l'ADN qui est exploitable, de l'ADN X, dont on peut supposer qu'il appartient au criminel. Nous sommes à Besançon. À 2 pas du Jura et de la frontière suisse, la ville compte encore des vestiges de l'époque gallo-romaine. Surnommée la Belle Endormie, l'ancienne capitale de la Franche-Comté offre à ses 115 000 habitants un cadre de vie privilégié. Besançon, au niveau architectural, est une ville remarquable, avec un centre historique qu'on appelle la Boucle. Le Doubs enserre cette boucle et on trouve des bâtiments des 16e, 17e siècles essentiellement. Et en surplomb, la fameuse citadelle Vauban, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a 7 collines qui surplombent Besançon, avec une forêt, une grande forêt pas loin. Et même à l'intérieur de Besançon, on a beaucoup de parcs. C'est d'ailleurs la ville la plus verte de France.
Un espèce de calme relatif, une impression d'être dans notre petite bulle et loin des grandes villes et loin des problèmes des grandes villes. Pourtant, à l'automne 1987, une histoire tragique va faire voler en éclats la sérénité de la commune. Le 20 octobre, aux alentours de 16h30, Christine, une jeune mère de famille, rentre chez elle après sa journée de travail au rectorat. Curieusement, la porte était entrouverte, la porte de l'appartement. Elle est rentrée et puis elle avait tout de suite accès à la cuisine sur sa droite et elle a vu tout de suite sa fille qui était allongée sur le sol avec des traces de sang. Je ne peux pas imaginer ce que la maman a pu ressentir à ce moment-là, le choc, l'effroi, se demander si son meurtrier était encore dans les parages, tout en ne sachant peut-être même pas tout de suite si elle était morte tout simplement dans le coma. Alors que s'est-il passé dans cet appartement familial de Besançon? Pourquoi Virginie, la fille de Christine, se trouve-t-elle dans cet état? Et aurait-elle été assassinée? Après sa macabre découverte, Christine appelle les secours, qui alertent immédiatement la police judiciaire de Besançon. On a entendu par les radios qu'il y avait un meurtre rue de Belfort à Besançon. On s'est rendu sur place. Ils sont devancés par les secours de la ville, qui n'ont pu que constater le décès de l'adolescente de 16 ans. D'emblée, la piste criminelle ne fait aucun doute. Les policiers découvrent Virginie allongée sur le sol de la cuisine. Elle porte à ce moment-là un pull et ce pull est déchiré par ce qu'on devine être des coups de couteau. Il y avait des giclures de sang sur les murs, quelques gouttes de sang autour de la table, non pas sur la table mais au sol, mais rien d'autre. Pour tenter de comprendre les circonstances du drame, les enquêteurs procèdent immédiatement aux constatations matérielles dans l'appartement. Il n'y a pas de désordre et il n'y a pas d'objets qui ont été volés. Pas de traces de lutte, pas de fracture de la porte. On peut imaginer, c'est l'hypothèse qui a été retenue, que Virginie avait délibérément ouvert la porte du logement à son assassin. Une énigme de taille pour les enquêteurs, qui ne peuvent pas encore s'appuyer sur des investigations ADN. À l'époque, on faisait les recherches papillaires comme ça, avec le pinceau traditionnellement. Et le problème qu'on a eu, c'est qu'il n'y avait pas d'empreinte très nette, il n'y a pas eu d'empreinte qui pouvait être exploitée directement, et voilà. Le commandant Guy Garnache et son équipe se mettent également en quête de l'arme du crime. Il pourrait vraisemblablement s'agir d'un couteau qui a peut-être été dérobé à la famille. Il manquait peut-être un couteau, c'était pas sûr, mais il manquait peut-être un couteau. Mais le couteau en question manquait peut-être depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on ne sait pas trop. Sans piste probante, les policiers de Besançon auditionnent les habitants de l'immeuble. Tous sont sous le choc lorsqu'ils apprennent ce qui est arrivé à Virginie. Les voisins interrogés, pour certains évoquent Virginie, qui était quelqu'un d'assez réservé, d'assez discrète. On l'a croisée surtout quand elle promenait son chien, et voilà, c'était de toute façon, du point de vue en tout cas des voisins, une jeune fille calme et sans histoire. Dans tout l'immeuble, seule une voisine était présente ce mardi après-midi.
Elle va tout de même apporter un témoignage crucial pour déterminer l'heure du crime. C'est une demoiselle qui, en regardant la télévision, a entendu des cris, comme des cris de bébé. Et ensuite, elle a entendu un bruit assez important d'une personne qui tombe à terre. Elle se souvient donc précisément de l'émission qu'elle regardait à ce moment-là. Elle nous donne un créneau qui est très restreint. Un créneau compris, selon elle, entre 15h et 15h30. Effrayée, la voisine n'a pas osé sortir de chez elle et n'a pas vu l'agresseur de Virginie. À leur tour, les parents de la victime sont interrogés. Le père dit quelque chose d'intéressant. Il dit qu'en partant travailler, il a croisé dans la cage d'escalier de son immeuble 2 adolescents qu'il ne connaissait pas, a priori qui n'habitaient pas là. Alors ces 2 adolescents sont-ils les meurtriers de Virginie? La victime les connaissait-elle? Et les enquêteurs vont-ils réussir à les retrouver? Le soir même, dans les locaux de la police judiciaire de Besançon, l'audition des parents se poursuit. Les enquêteurs ont besoin de comprendre à quoi pouvait ressembler le quotidien de leur fille. Virginie était une adolescente un peu comme toutes les autres. Elle aimait la musique, elle était fan de Madonna. C'était, d'après ses proches, une personne très douce, plutôt discrète aussi. Personnalité affirmée, l'adolescente avait des rêves plein la tête. C'était une jolie brune avec des yeux bleus comme les lacs. Ça, c'était une expression de sa tante qui voilà, était bonne élève, en tout cas jusqu'en 3e, qu'elle venait de quitter parce que finalement, elle avait envie de sortir un petit peu des rails. Elle partait sur un CAP photographie. C'était son projet professionnel. Passionnée par la photo, cet enfant unique aimait aussi rester à la maison et passer du temps en famille. Mais selon ses parents, la jeune fille avait récemment changé de comportement. Dans les dernières semaines, Virginie, on sentait qu'elle voulait un petit peu plus sortir, elle voulait un petit peu faire des rencontres, sans doute un besoin d'émancipation. Le lendemain du meurtre, à la morgue de Besançon, les médecins légistes pratiquent une autopsie sur le corps de Virginie. L'hypothèse d'un viol est écartée de façon catégorique. On dénombre 14 coups de couteau qui ont tous été regroupés au niveau de la poitrine. Certains ont d'ailleurs touché le cœur. Clairement, c'est la cause du décès de Virginie. Les coups ont très probablement été portés avec un couteau type couteau de boucher. Autant dire avec une lame longue, très longue même, de 15 à 20 cm, semble-t-il. Les policiers franc-comtois partent à la recherche de ce mystérieux couteau et inspectent les caves ainsi que les poubelles de l'immeuble de Virginie. Les enquêteurs ont poussé les investigations jusqu'à fouiller les égouts de la ville de Besançon. Ils ont mobilisé des hommes grenouilles pour fouiller même et plonger dans le Doubs, hein, le fleuve qui traverse la ville, mais ça n'a rien donné. Donc l'arme du crime n'a jamais été retrouvée. À l'affût d'une piste, les enquêteurs essaient alors de retracer la dernière journée de Virginie. Sa maman était partie plus tôt travailler au rectorat. Restait son papa qui s'était endormi devant la télé, qui s'était réveillé un petit peu précipitamment avant à son tour de partir travailler. Au moment de son départ, Virginie était en train de repasser tranquillement, paisiblement. Il n'y avait pas de souci particulier. Il lui a dit au revoir à ce soir et il a quitté l'appartement. Mais les policiers émettent des doutes sur la version du père de la victime. Les enquêteurs partent d'un premier constat simple. Le père est la dernière personne
connus à avoir vu Virginie vivante. Donc forcément, ils vont s'intéresser au père. Alors le père de Virginie aurait-il pu commettre ce crime odieux? Que faisait-il l'après-midi du drame? Et que vont découvrir les enquêteurs sur la vie de cette jeune fille? À la police judiciaire de Besançon, les enquêteurs vérifient l'emploi du temps du père de la victime, le jour du meurtre. Le père est un chauffeur-livreur et le mardi, le jour de la mort de Virginie, sa tournée se résume à Besançon et les environs. Donc il a le temps de déjeuner à la maison, c'est semble-t-il dans ses habitudes. Le père explique être parti en vitesse au travail à 13h40, car il reprenait sa tournée à 14h. Le disque de contrôle installé sur son volant atteste qu'il a bien repris la route à cette heure-là. Son alibi a été vérifié. Le papa de Virginie, de toute façon, a été vu par ses collègues au travail au moment où Virginie a été tuée, donc ça ne pouvait pas coller. Définitivement écarté de la liste des suspects, le père de Virginie va fournir une information cruciale aux policiers. Quand il a repris son travail, sa fille avait une attitude très particulière. Il avait l'impression qu'elle était pressée qu'il s'en aille. Qu'elle avait fait le ménage, complètement le ménage dans l'appartement, chose qu'elle ne faisait pas habituellement. Donc, pour lui, elle attendait quelqu'un. Les analyses sanguines vont d'ailleurs conforter cette hypothèse. Au moment de son décès, la victime avait un taux d'alcoolémie de 0,5 g par litre de sang. On a appris que Virginie avait consommé de l'alcool et notamment elle avait bu la valeur d'un demi-litre de vin. Ce qui était assez important pour une gamine de cet âge-là, de 16 ans. Les enquêteurs ont de plus en plus la conviction que Virginie connaissait son meurtrier. Pour ce qui est du mobile, ils s'orientent sur la piste d'un homme qui serait subitement entré dans une colère incontrôlable. Peut-être après avoir été éconduit. 14 coups de couteau, ça veut dire qu'il a mis du temps à se calmer et qu'il était visiblement dans une rage folle. Évidemment, ça ressemble à un crime passionnel parce que 14 coups de couteau, c'est beaucoup. C'est juste pas un coup de colère avec le couteau qui est sorti comme ça parce qu'il y avait un désaccord sur une dispute de l'argent ou des choses comme ça. Là, on se venge visiblement de quelque chose. Les policiers de Besançon s'intéressent alors aux nouvelles fréquentations de la jeune fille. Ses parents racontent qu'elle est allée faire les vendanges quelques semaines plus tôt pour gagner un peu d'argent de poche. Ça correspondait aussi à son envie un petit peu d'ailleurs, de faire des rencontres. Et elle s'était rendue à Nuits-Saint-Georges, en Bourgogne, donc on est là à une centaine de kilomètres à peu près de Besançon. Et elle avait passé plusieurs jours en compagnie de camarades, de nouveaux camarades, et elle en était revenue un petit peu changée selon ses parents. Peut-être qu'elle avait rencontré un amoureux, des amoureux. Ça, en tout cas, les parents le suspectaient, mais n'ont jamais su. Virginie s'était jamais confiée à eux ou n'avait jamais vraiment raconté dans les détails ni ses vendanges, ni ses amourettes éventuelles. Afin de percer ce mystère, les enquêteurs convoquent l'une des plus proches amies de Virginie. Selon sa copine, apparemment, elle a flirté avec un, et elle a couché avec le deuxième. Voilà, ce qui a entraîné une certaine discorde entre les deux. Ce premier garçon
Aurait-il alors été jaloux au point de tuer l'adolescente? Pour les parents, ce scénario criminel semble crédible. Ils croyaient vraiment qu'ils allaient retrouver une personne. Étant donné que les enquêteurs avaient des pistes chez les vendangeurs, je pense qu'ils y croyaient dur comme fer. Ce suspect potentiel se nomme Thomas. À peine majeur, il vit à Dijon, dans une colocation. Dès le lendemain, le commandant Guy Garnache et son équipe se rendent en Bourgogne pour l'interpeller. C'était un jeune qui était cuisinier. Au moment de son interpellation, il rentrait chez lui avec une petite valise dans laquelle il avait tous ses couteaux de cuisine. Donc c'est sûr qu'il pouvait paraître super suspect. Placé en garde à vue, Thomas se montre dévasté par la nouvelle du meurtre de Virginie. Interrogé sur son alibi, il déclare avoir passé le mardi après-midi chez lui. On a eu la preuve par des témoins qui l'avaient vu jusqu'à 13h30 à Dijon, dans son appartement, une voisine notamment. Mais après 13h30, on ne sait pas ce qu'il a fait. Et lui, comme alibi, dit qu'il a regardé la télévision, tout simplement. Il a regardé la 5 et il a décrit tous les programmes de la 5 de l'après-midi. Dans un ordre qui n'était pas le bon, mais enfin, c'était quand même ça. Donc, a priori, on l'a écarté de la liste des suspects. Les hommes de la PJ vont ensuite se concentrer sur d'autres garçons des vendanges. Celui avec qui Virginie a eu une relation sexuelle et deux autres avec qui l'adolescente a tissé des liens sur place. Virginie envisageait repartir faire les vendanges en Suisse avec ces jeunes-là. Et après vérification, il s'avère que ces trois jeunes sont déjà sur le domaine viticole. J'ai donc deux collègues qui sont allés en Suisse vérifier, et effectivement, ils étaient déjà présents la veille. Et la veille, au moment du meurtre, ils étaient déjà dans les vignes à Lausanne. Alors les enquêteurs retrouveront-ils une nouvelle piste plus fructueuse? Qui est cette personne avec laquelle Virginie aurait consommé de l'alcool chez elle? Et s'agit-il de l'auteur de ce meurtre effroyable? Les jours et les semaines passent et les parents de Virginie vivent dans l'angoisse de ne jamais retrouver l'assassin de leur fille. Clairement, ils ont vécu un cauchemar. Ils l'ont plus ou moins dit aux médias à l'occasion de quelques interviews. Ils s'en cachaient pas, même s'ils étaient combatifs. Par ailleurs, ils étaient dévastés. Malgré leur détresse, ils s'investissent corps et âme dans l'enquête. Les parents, au départ, ils se présentaient à 10h le matin pour repartir à 16h l'après-midi. C'était pour savoir si on avait fait ci, si on avait fait ça, si on n'avait pas oublié ça. Ça nous permet de discuter avec eux. Une enquête de police, en fait, si vous voulez, il n'y a pas qu'un policier qui peut la résoudre. Il y a aussi des tiers qui peuvent lire un dossier et puis vous dire « Mais putain, pourquoi vous n'avez pas fait ça ?» Afin de multiplier leurs chances de réussite, les policiers placardent un appel à témoins dans les rues de la ville. Il invite toute personne ayant remarqué un individu suspect le jour du meurtre à se présenter au commissariat de Besançon. Et très vite, l'opération s'avère payante. Un passant s'est souvenu que deux garçons, en 4L rouge manifestement, lui ont demandé leur chemin, le chemin vers le 134A rue de Belfort, l'adresse où habitait Virginie.
mais très précisément 134A. Ça peut être vraiment une coïncidence, mais les enquêteurs se posent la question quand même de pourquoi ces deux jeunes garçons, ce jour-là, le 20 octobre 1987, cherchent l'adresse de l'immeuble de Virginie. Ce témoignage est corroboré par la gérante de la station-service située juste en face de l'immeuble des parents. Elle a dit, je peux vous dire quelque chose, il y a un jeune avec une voiture rouge qui est venu, puis qui a eu un regard vraiment qui m'a fait peur, j'ai trouvé bizarre. Elle précise par ailleurs que le jeune homme était grand et avait une peau acnéique. Si ces deux témoignages diffèrent sur le nombre d'individus présents, tous sont unanimes sur le fait que le véhicule était immatriculé dans le département de la Côte d'Or. Donc là, les policiers tiennent quelque chose, visiblement, cette voiture rouge qui était immatriculée en Côte d'Or, c'est un département voisin, le département de Dijon. Et ils se sont mis à la recherche de l'ensemble des propriétaires d'une voiture type 4L, c'était peut-être une R4 rouge, je crois, et il y en avait 350. On a mobilisé tous les gendarmes de toutes les brigades, etc. Chaque brigade était chargée de vérifier les 4L rouges de son secteur. Dès qu'il y avait une possibilité de doute, on s'est rendu nous-mêmes sur place pour faire les vérifications plus approfondies. Mais aucune interpellation ne va avoir lieu. Les enquêteurs décident alors de convoquer à nouveau l'ami de Virginie pour savoir si une voiture immatriculée en Côte d'Or pouvait lui évoquer quelque chose. Sa copine nous disait que Virginie, quand elle voyait une voiture en 21, donc une voiture de la Côte d'Or, il fallait absolument qu'elle sache qui c'était. Mais l'ami de la victime n'est pas en mesure d'expliquer ce comportement intrigant. Face aux policiers, elle va tout de même raconter que 11 jours avant sa disparition, Virginie s'était rendue à Dijon pour faire une visite surprise à Thomas, son copain vendangeur. Quand elle est allée là-bas, il n'y avait personne. En partant de là-bas, elle a laissé un message avec le téléphone de ses parents, le téléphone en liste rouge, sur le pare-brise de la voiture du copain. Aurait-elle fait une mauvaise rencontre ce jour-là? Un inconnu aurait-il récupéré son numéro de téléphone? Les enquêteurs ne laissent aucune place au doute et diffusent également un appel à témoins à Dijon. Des habitants de la commune vont alors se rappeler avoir croisé Virginie sur la place d'Arcy. Ils ont vu passer 3 jeunes, accompagnés d'une jeune fille dont ils ont tout de suite reconnu la photo. Le témoin en question a dit « mais moi je me souviens parfaitement de la date, c'était le 9 octobre, c'était mon anniversaire ». Et la jeune fille, c'était impossible de ne pas la reconnaître parce qu'elle se baladait avec un chapeau blanc noir. Ils indiquent également que l'un des 3 hommes portait un pantalon en cuir noir. Ils avaient l'air de s'amuser, de rigoler, etc. Ça avait l'air sympa, il n'y avait rien d'extraordinaire. On a donc basé nos recherches aussi là-dessus. Parce qu'on a pu penser que les jeunes en question avaient pu prendre le papier qu'elle avait laissé sur le pare-brise, relever le numéro de téléphone et ensuite tenter de la contacter. Malheureusement, impossible pour les enquêteurs d'avoir accès à la liste des appels passés vers le domicile de Virginie. Il faut remettre les choses à l'époque. C'était un téléphone en liste rouge, il n'y avait qu'un fixe, il n'y avait pas de portable. Et à l'époque, il n'y avait pas de possibilité de retracer les appels. À plus forte raison pour ces numéros liste rouge. Si pendant plusieurs mois, l'enquête fait du surplace, un événement sans lien avec l'affaire va lancer les policiers sur une nouvelle piste en novembre 1988.
un jeune intégriste catholique, que nous appellerons Stéphane, intéresse le commandant Guy Garnache et son équipe. Il avait été mis en cause dans l'affaire d'un incendie d'un cinéma à Besançon, le Building, qui projetait La dernière tentation du Christ, vous savez, qui a soulevé un tollé à l'époque, etc. À partir de là, on apprend que c'est le cousin de Virginie. Un cousin qui visiblement était un petit peu épris de Virginie, voilà, qui était pas insensible à Virginie, qui aurait été à proximité du 134 rue de Belfort ce jour-là, le 20 octobre 1987. Mais Stéphane, le cousin, s'est littéralement volatilisé. Il a disparu. Pourquoi il a disparu? Est-ce que c'est à cause du cinéma? Il a peur d'être interpellé dans l'affaire du cinéma, ou est-ce qu'il a quelque chose à voir avec le meurtre de Virginie? On ne sait pas. On l'a tout de suite recherché. Les renseignements qu'on avait eus, c'était qu'il était parti en Afrique du Sud, qu'il avait pu partir en Argentine. Alors les enquêteurs parviendront-ils à localiser le cousin de Virginie? A-t-il un lien quelconque avec le crime? Et retrouveront-ils la trace des 3 hommes aperçus avec elle à Dijon? Malgré des recherches lancées en collaboration avec les ambassades d'Argentine et d'Afrique du Sud, le cousin de Virginie demeure insaisissable. Mais en 1991, le commandant Guy Garnache est avisé par ses confrères de Besançon qu'ils tiennent peut-être enfin le meurtrier. C'est un jeune qui est allé jusqu'à s'accuser, mais qui était relativement jeune quand même. Il était déjà mis en cause dans une affaire relativement grave. Ce suspect, que nous appellerons Amir, a été interpellé à l'origine pour une affaire de viol. Mais lors de sa garde à vue, il aurait raconté avoir également tué Virginie en 1987. Il avait alors 14 ans. Face aux enquêteurs, l'homme va même jusqu'à révéler où il aurait jeté l'arme du crime. Il dit, j'avais un couteau, le couteau, je l'ai jeté depuis tel pont. J'ai fait plonger les pompiers qui m'ont retrouvé un couteau. Mais je les aurais fait plonger vers un autre pont, ils allaient me trouver un couteau. Le Doubs, c'est un truc, je ne veux pas dire que c'est une poubelle, mais voilà, donc... Suspicieux quant aux aveux d'Amir, le commandant Guy Garnache va vérifier l'emploi du temps du suspect le jour du meurtre. Pour cela, il contacte son ancien professeur principal. Il m'avait dit, écoutez, j'ai mes carnets de scolaires de présence et absence. J'ai toujours ceux d'il y a 3 ans. Je vais regarder, je vais vous dire s'il était là ou pas. S'il n'était pas là, je l'ai marqué absent. Et puis il m'a rappelé en me disant, bah, écoutez, ce jour-là, à l'heure du meurtre, il était en cours. Si les circonstances de ces faux aveux restent troubles, Amir est finalement écarté de la liste des suspects pour le meurtre de Virginie. Pendant 2 ans, l'enquête ne connaît aucune avancée majeure. Jusqu'à l'arrestation du cousin de l'adolescente en 1996. Après avoir séjourné en Argentine, l'homme de 28 ans a été arrêté lors de son retour en France. Il a été interrogé, on a réétudié avec vraiment beaucoup évidemment d'attention son cas et il a été disculpé. Là encore, c'est une porte qui se referme. Le cousin n'était pas lié au crime. Après toutes ces fausses pistes, les parents de Virginie reçoivent une ordonnance de non-lieu le 20 octobre 1997, 10 ans exactement après les faits.
une indemnité leur est versée, une indemnité à l'époque de 100 000 francs. Et au lieu d'encaisser cette somme, comme ils en avaient tout à fait le droit, ils se sont publiquement exprimés pour dire que cette somme reviendrait à toute personne susceptible d'apporter un élément conduisant à la vérité sur la mort de leur fille. Dans un dernier sursaut d'espoir, les parents placardent un nouvel appel à témoins dans toute la ville de Besançon. Et évidemment qu'ils ne peuvent pas rester sur un non-lieu, parce que c'est une manière d'effacer les choses, de les dédramatiser, de faire oublier leur fille. Donc ils avaient vraiment envie que l'enquête ne se termine jamais, qu'on trouve, qu'elle soit vengée. Alors cet appel à témoins portera-t-il ses fruits? L'enquête sera-t-elle un jour relancée? Et les policiers franc-comtois parviendront-ils à identifier les mystérieux passagers de la voiture rouge? Malgré les moyens déployés par les parents de Virginie, l'affaire reste en suspens. Et cela jusqu'au 20 octobre 2017. « 30 ans jour pour jour après le meurtre de l'adolescente, la nouvelle procureure de Besançon annonce la réouverture inespérée de l'enquête. Aujourd'hui, on a des nouvelles techniques d'investigation, une nouvelle manière d'aborder les dossiers criminels qui peut-être permettront de déceler quelque chose qui n'avait pas été décelé à l'époque. Et puis surtout, l'autre élément potentiellement crucial, c'est que des scellés ont été exhumés, ont été retrouvés. Là, on est vraiment dans les sous-sols du palais de justice de Besançon. Et que sur ces scellés, il y a de l'ADN qui est exploitable, de l'ADN X, dont on peut supposer qu'il appartient aux criminels. De nouveaux magistrats et de nouveaux enquêteurs sont désormais en poste. L'occasion de porter un regard neuf sur cette affaire. Les enquêteurs de la PJ actuelle à Besançon ont tout repris le dossier de A à Z et surtout ont même réentendu les voisins de l'époque, les proches de Virginie 30 ans après. Ils ont même entendu leurs propres collègues, les enquêteurs de l'époque qui avaient travaillé sur ce dossier. Donc il y a vraiment un travail de fond, un travail de fourmi qui a été réalisé pour reprendre cette enquête à zéro. En prenant du recul sur le dossier, les enquêteurs s'intéressent particulièrement à un témoin de l'affaire. Il s'agissait du passant qui, à l'époque, en 1987, avait indiqué aux enquêteurs avoir vu deux jeunes gens à bord de la 4L rouge, la fameuse 4L rouge. Après de nouvelles investigations, les policiers de Besançon ont découvert que ce témoin, nommé Eric, est, comme Virginie, amateur de photographie. Et ce n'est pas tout. Il avait proposé à une autre jeune fille de la prendre en photo. Les enquêteurs se sont dit peut-être qu'il avait fait la même démarche auprès de Virginie et que c'est cette séance photo qui aurait complètement dégénéré et l'aurait conduit à tuer Virginie. Le 28 novembre 2019, les enquêteurs décident d'interpeller Eric à son domicile. Le jeune homme de l'époque était devenu un père de famille d'une cinquantaine d'années, absolument sans histoire, sans casier judiciaire, qui résidait toujours à proximité de Besançon. Donc quand ils sont allés le cueillir chez lui à 7 h du matin, il était plus que surpris. Ils l'ont amené en garde à vue et là, ils l'ont interrogé sur ses déclarations de l'époque, qui semblaient peut-être un petit peu fragiles, et la police voulait vérifier finalement sa sincérité. Placé en garde à vue, le suspect assure qu'il n'a rien à voir avec ce crime. Devant ces dénégations, les enquêteurs décident de comparer son ADN avec le profil inconnu retrouvé sur les scellés.
Le juge d'instruction, la police et les journalistes qui étaient au courant, on était tous dans une attente fébrile de est-ce que l'ADN va matcher? Parce que si l'ADN match, sa version ne tient plus. Et là, de témoin un petit peu suspect, il passe à clairement suspect numéro 1 dans l'affaire du meurtre de Virginie. Mais le lendemain, le laboratoire d'analyse ADN livre un résultat sans appel. Cette personne eh bien, a été mise hors de cause grâce à l'ADN, son ADN ne collant pas, ne matchant pas avec l'ADN retrouvé sur la scène de crime. C'est pas un échec, c'est juste une porte qui se referme et qui permet aux enquêteurs de se projeter sur de nouvelles pistes. Mais pour les parents, qui croyaient enfin toucher au but, la désillusion est d'une violence inouïe. On retombe à la case départ et on dit non, bah, c'était pas ça, donc on n'a pas avancé et on retombe dans les mêmes angoisses, les mêmes interrogations. Évidemment que c'est frustrant, évidemment qu'ils ont dû être très peinés que ce soit pas le bon. Depuis toutes ces années, voilà, ils ont vécu des montagnes russes émotionnelles absolument impossibles à supporter. Ça fait 30 ans qu'ils sont dans le chagrin, dans l'interrogation, dans la colère et ça les a usés. Aujourd'hui, plus de 33 ans après le drame, l'APJ de Besançon travaille toujours sur ce cold case et appelle toute personne qui détiendrait une information à venir témoigner. Mais ces recherches n'ont pas suffi à redonner espoir au père de la victime. Il y a quelques mois, le papa de Virginie a mis fin à ses jours et on peut facilement imaginer que toute cette histoire, le meurtre de sa fille unique, a joué un grand rôle dans ce geste désespéré. La mère de Virginie, quant à elle, poursuit coûte que coûte son combat pour la vérité. Je pense que c'est aussi une façon de pouvoir survivre aussi, c'est de se dire il y a quelqu'un qui sait, il y a quelqu'un qui a vu, il y a quelqu'un qui a fait, et ce quelqu'un est sûrement peut-être encore vivant et peut avouer, quoi. Oui, je pense que c'est une façon de rester en vie et de se dire oui, ça arrivera, on saura la fin de cette histoire, quoi.